Bonjour Émilie Piette. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes présidente, la toute nouvelle présidente de RTE. Faut-il le rappeler, c'est le premier réseau de transport d'électricité à haute et moyenne tension. On a beaucoup parlé d'électrification. C'est un sacré défi pour vous. Comment justement vous comptez peut-être vous préparer à cette électrification? Quels sont les gros enjeux pour vous? C'est un peu la première question que j'ai envie de vous poser. Alors, accompagner l'électrification, c'est une des missions essentielles de RTE, évidemment. Et c'est tout l'objet du schéma de développement du réseau qu'on a soumis au débat public en début d'année et qui a 3 priorités. La première priorité, c'est renouveler ce réseau. L'électrification, elle a commencé dans les années 20. Je suis allée dans les Hautes-Pyrénées il y a à peu près 3 semaines. Il y a des pylônes qui ont plus de 100 ans et les gens ne le savent pas forcément, donc renouvellement. Et puis après, 2 autres priorités, donc raccorder et renforcer. Et là, on est au cœur de l'accompagnement de l'électrification. Et évidemment, c'est 2 priorités qui vont de pair. Justement, la première question que j'allais vous poser, c'était, là, c'est la canicule, ça n'a échappé à personne, et on dit qu'il pourrait y avoir des pannes d'électricité, notamment à cause du réseau, parce que c'est le cas à Paris, parce que c'est des réseaux qui sont enterrés, et que souvent, vous avez, alors la question que je poserai évidemment à Marianne Legnaud, hein, forcément, elle est directement concernée, mais est-ce que vous, pour RTE, est-ce qu'il y a des risques de panne avec cette chaleur? Il y a une attention particulière qui est portée. Le risque, alors il y a 2 points qu'on regarde avec attention. Le premier, c'est l'effet, alors non pas sur les lignes souterraines qui, en fait, elles sont plus protégées de la chaleur, mais justement sur les lignes aériennes. Sur les lignes aériennes, la chaleur dilate les lignes aériennes. Et donc le risque, c'est qu'elles se rapprochent du sol. Il y a des distances de sécurité à respecter. Donc si elles se rapprochent trop du sol, ça pose un problème de sécurité. Donc pour ça, comme on sait qu'il va faire très chaud, on sait quelles sont les lignes qui sont concernées, et donc on fait très attention. On va baisser, par exemple, on va limiter le courant sur ces lignes-là pour s'assurer qu'elles ne surchauffent pas. Et on va s'assurer que le maillage du réseau est suffisant pour que l'électricité puisse quand même passer partout et approvisionner tout le monde. Aujourd'hui, pas d'alerte, c'est ça que vous nous dites. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à date, comme on dit. Aujourd'hui, pas d'alerte, on est préparé. Vous êtes préparé. Alors maintenant, comment vous pouvez accompagner cette accélération de l'électrification? Alors, le point sur lequel on est le plus attendu, c'est celui des raccordements. Les demandes de raccordement, notamment des consommateurs, parce que la priorité, c'est d'électrifier les usages. Ces demandes de raccordement, on les voit augmenter fortement d'année en année. Les études exploratoires qu'on est en train de réaliser, elles doublent chaque année depuis 3 ans. Et sur les demandes de raccordement elles-mêmes, on a également une augmentation sensible de 10% par an à peu près. Donc il y a de la perte en ligne et c'est normal, mais on voit vraiment des accélérations. Aujourd'hui, on a 33 gigawatts à peu près de demandes de raccordement dans notre portefeuille. C'est, pour vous donner une idée, c'est 4 fois la puissance installée de la totalité de l'Île-de-France. Et donc ces raccordements, on est très attendu. On va investir 8 milliards d'euros d'ici 2030 pour financer ces différents raccordements. Et on est très attendu aussi sur les délais de raccordement. Donc pour ça, il y a plusieurs clés. C'est des choses que j'ai annoncées à l'Élysée le 26 mai lors de l'événement sur l'électrification. Et donc, notamment, plusieurs clés pour accélérer. La première, c'est la localisation des projets. Donc c'est tout l'esprit des zones prêtes à raccorder qu'on est en train de mettre en place au Havre, à Dunkerque, à Fos-sur-Mer et demain dans plusieurs nouvelles zones, donc qui sont un cercle vertueux puisqu'on anticipe l'arrivée des projets. Et le fait que ces zones soient raccordées crée de l'attractivité pour les projets qui voudraient s'installer. Donc c'est un vrai cercle vertueux, ça c'est la localisation. Le deuxième, c'est l'engorgement de nos listes d'attente dans les zones les plus demandées, entre guillemets, les plus saturées. On a une réforme qui se prépare d'ici la fin de l'année pour que les projets qui sont prêts puissent passer devant ceux qui ne sont pas prêts. Aujourd'hui, c'est le premier arrivé, premier servi. Demain, c'est premier prêt, premier servi, avec une expérimentation en Île-de-France. Et on travaille également beaucoup avec Enedis sur ces sujets, parce qu'eux aussi ont des clients en attente et eux aussi ont besoin de se raccorder au réseau de transport. Donc il y a tout un travail autour de ça. C'est une réforme fondamentale, hein, notamment pour les entreprises.
C'est très attendu en tout cas. Je crois que c'est assez consensuel. Il y a une concertation qui est en cours. On fait tout ça sous l'œil bienveillant de la Commission de régulation de l'énergie. Voilà. Et on va expérimenter donc en Île-de-France au second semestre, ce qui va nous permettre d'enrichir par ailleurs, avec des vrais retours d'expérience, la réforme qu'on est en train de préparer. Là, on voit bien que c'est des enjeux énormes pour vous, qui se chiffrent en milliards. On dit même que vous devez investir 100 milliards d'ici 2040. Est-ce que c'est les chiffres que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être avec l'évolution de la situation? Parce que ça bouge très très vite en ce moment. Et puis surtout, la question d'après, c'est comment on finance? Alors, 100 milliards d'euros, oui, c'est le chiffre qu'on a effectivement donné dans le schéma de développement du réseau. On va passer, alors on était à 1 milliard d'euros, on est déjà à un peu plus de 3 milliards d'euros d'investissement l'an dernier. Et on va passer à 7,5-8 milliards d'euros, ce sera le maximum à partir de 2030. Donc 100 milliards d'euros en tout, c'est effectivement conséquent. Pour l'instant, on ne fait pas bouger ce chiffre. On pourra en reparler après, mais on choisit d'optimiser quand même le réseau, d'abord parce qu'on a une responsabilité, parce qu'on est financé par un tarif régulé, donc on a une vraie responsabilité d'être particulièrement attentif à notre propre performance et à bien dépenser cet argent, entre guillemets. Et puis, donc voilà, cette attention particulière. Et puis ensuite, sur le financement lui-même de ces 100 milliards d'euros, l'idée, c'est que, d'abord, on emprunte sur les marchés, on emprunte bien. On a un prêt de la Caisse des dépôts de 5 milliards d'euros sur les fonds d'épargne. Donc les sources de financement, elles existent. Après, la manière dont on les rembourse, évidemment, ce sera impacté sur le tarif de l'électricité. Simplement, comme on investit sur des durées extrêmement longues, je vous parlais tout à l'heure de pylônes qui avaient plus de 100 ans, alors ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est vrai qu'on a des infrastructures qui durent 40, 60, 80 ans, ce qui nous permet d'emprunter sur le long terme. Et finalement, les remboursements pèsent beaucoup moins sur la facture des Français. Les estimations, c'est que l'estimation de la CRE, c'est 1% en plus de l'inflation sur le tarif. Oui, là, on était sur les 100 milliards. Je vous disais, c'est ce que vous investissez d'ici 2040. Là, vous parliez tout à l'heure des raccordements. En fait, pour vous, le prix de ces raccordements, qui sont à plus brève échéance, c'est grosso modo 8 milliards, c'est ça? D'ici 2030. Mais d'ici ensuite, 2030. Les 100 milliards, c'est d'ici 2040. Oui, d'ici 2040, c'est voilà. Ce que je disais. On est à plus brève échéance, 2030, c'est les 8 milliards. Là aussi, est-ce qu'ils sont déjà financés? En fait, on se finance tous les ans sur les marchés. On fait des appels, c'est des émissions obligataires qui fonctionnent très bien. À chaque fois, on obtient ce qu'on veut. Et puis, les 5 milliards d'euros de la Caisse des dépôts, effectivement, à des conditions plus avantageuses. Donc oui. Tiens, une question qui me vient, puisque tout à l'heure, on avait la patronne d'Engie, Catherine MacGregor. Est-ce que vous connaissez le vrai coût des raccordements des énergies renouvelables ? Parce qu'il y a tous les chiffres les plus fous. Ça me permettra de poser une question tout à l'heure à certains hommes politiques. Quel est le vrai coût des... Alors, pour être honnête, j'ai plus le chiffre. Parce qu'on sait que le Rassemblement national parle de 300 milliards, c'est colossal, c'est un des arguments. Non, alors ça, c'est pas vrai. Non, mais ça, j'imagine bien. Je vous dis, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que vous connaissez le vrai chiffre ou vous ne connaissez pas le vrai chiffre pour l'instant? Sur le chiffre des énergies renouvelables. Le raccordement des énergies renouvelables. Je ne l'ai pas en tête. Il est dans le schéma de développement du réseau, mais je ne l'ai pas en tête. D'accord. Autre question, quels sont les enjeux de l'exploitation du système électrique dans un monde qui est de plus en plus électrique? Alors, sur l'exploitation, pour moi, le mot-clé, c'est agilité et c'est écosystème. Sur cette exploitation, donc qu'est-ce que ça veut dire déjà exploiter le réseau? Je fais très très simple, mais en gros, c'est s'assurer qu'à tout moment, l'offre est égale à la demande, la production est égale à la consommation, et s'assurer aussi qu'au niveau local, il n'y a pas de congestion spécifique. Donc, pour ça, nous, on agit sur la topologie du réseau, mais on agit aussi en partenariat avec tout un écosystème, les producteurs, les consommateurs, les distributeurs, les stockeurs, et on leur demande d'ajuster leur production, d'ajuster leur consommation en temps réel, à l'avance et en temps réel. Qu'est-ce qui se passe? Le paysage énergétique est en train d'évoluer. On a davantage d'énergie renouvelable, par exemple, donc l'amplitude de production à l'intérieur d'une journée, elle augmente.
les autres pays européens sont aussi en train de développer leurs énergies renouvelables, donc ça a un impact aussi en répercussion et un impact qui pourrait être accru avec l'augmentation des interconnexions. On a également des règles européennes qui nous obligent à être de plus en plus réactifs pour être sûr que l'équilibre se fait. Donc voilà, il y a un certain nombre d'évolutions qui se font. Et il y a un point qui est plus conjoncturel, mais c'est une conjoncture qui va durer 15 ans, c'est que comme on va faire des travaux sur le réseau, il y a des lignes qu'il va falloir arrêter, et ça contraint l'exploitation. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit plus agile et qu'on exige de nos partenaires, producteurs, etc., distributeurs, de contribuer davantage à cette agilité du réseau. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important. Je me permets d'insister parce que ça répond à des préoccupations qui ont été exprimées ces derniers temps. Je pense par exemple à la modulation du nucléaire. C'est une réponse à ça. C'est de dire, oui, le nucléaire module, il a toujours modulé d'ailleurs, simplement là, il module davantage. Il faut que nous, on travaille avec EDF, mais il faut qu'on travaille aussi avec tous les producteurs d'énergie renouvelable, il faut qu'on travaille avec les distributeurs, notamment Enedis, et les stockeurs, justement, pour co-construire, c'est vraiment un mot qui est important, pour co-construire ces règles d'exploitation du réseau, parce qu'on ne peut pas le faire sans eux, et parce qu'il faut qu'on tienne compte de leurs propres contraintes techniques, notamment. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je me permets d'insister parce que ça peut donner lieu à des débats, un peu d'émoi. Hein. Il y a eu des débats ces derniers temps, et je pense que c'est la réponse que RTE peut apporter à ces inquiétudes, c'est dire on va co-construire tout ça et développer ensemble. On le fait déjà, mais visiblement, il faut qu'on le fasse encore davantage. En fait, c'est un nouveau levier qui est efficace de pilotage, notamment des énergies renouvelables et du nucléaire. Comment ça change la gestion de RTE, la gestion de votre réseau? Alors, les énergies renouvelables, au départ, elles n'étaient pas chargées de participer finalement à cette exploitation du réseau. Ça change. Depuis le 1er janvier, toutes les énergies renouvelables qui sont connectées au réseau de transport participent à l'exploitation du réseau, participent au réglage de l'offre et de la demande, et ça marche très bien. Celles qui ne participent pas encore, mais on a une expérimentation en cours avec Enedis, ce sont celles qui sont raccordées sur le réseau de distribution, que nous, on ne voit pas. Et on voit qu'en fait, cette exploitation finalement du réseau, je parlais de co-construction, mais sur la relation avec Enedis, par exemple, ça change quand même assez fondamentalement la manière dont on travaille ensemble, et le fait qu'il va falloir être vraiment travailler de manière très étroite et en collaboration. Oui. Et Marianne Legnaud, qui est déjà avec nous, la présidente d'Enedis, à mon avis, elle vous répondra tout à l'heure. Il y a une question aussi qui est sur les prix négatifs. On en avait déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec à la précédente table ronde. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose, il faudrait les supprimer? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être modifier dans le cadre de ce nouveau schéma d'exploitation dont vous nous parlez? Alors, les prix spot négatifs, c'est un indicateur. En fait, c'est oui, un indicateur de surcapacité ou voilà. C'est un indicateur du fait que la production est supérieure à la consommation. En soi, ça a des avantages quand même, hein, que la production soit supérieure à la consommation. Ça nous protège par exemple contre les grandes vagues de froid de l'hiver. On est beaucoup plus résilient aujourd'hui qu'on ne l'était il y a encore 2-3 ans. C'est bon pour la sécurité globale du réseau. Ça veut dire que s'il y a une centrale nucléaire par exemple qui doit s'arrêter, on n'a pas de souci d'approvisionnement. C'est aussi, comme les prix sont bas, une vraie incitation à l'électrification. C'est quelque chose, il y a la décarbonation. Et puis, c'est des exports. C'est-à-dire que les exports d'électricité en 2025, c'est 4 milliards d'euros. Donc, c'est pas rien. Ça n'a pas que des avantages, ça a aussi des inconvénients. Notamment celui de la modulation accrue du nucléaire dont je viens de parler, le fait de devoir écrêter aussi les énergies renouvelables, et donc ça a un impact fort sur le modèle économique des producteurs. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? La priorité, et à mon avis la manière la plus efficace de résoudre ce problème, c'est d'augmenter la consommation. Et donc on en revient à la décarbonation, à l'électrification des usages. Ça peut être complété par des choses qui ont été déjà faites
sur les heures pleines, les heures creuses et la manière d'inciter les Français à consommer davantage pendant la cloche solaire, c'est-à-dire au milieu de la journée. Ça peut être aussi, enfin on est en train de regarder les solutions de stockage qui sont en train de se développer pour lisser davantage la consommation. Voilà, il y a encore plein de choses qu'on peut exploiter pour lisser davantage ces prix et évidemment éviter ces épisodes de prix spot négatifs qui sont assez difficiles à expliquer globalement. Oui, c'est pas très, c'est un peu contre-intuitif, on va dire. Tout à fait. Tiens, juste puisque vous parlez de cloche solaire, là, la cloche, elle est complètement étalée. Est-ce que vous avez observé une hausse de la consommation là ces derniers jours? Non, la consommation, elle reste assez modérée. On a eu un pic, je crois, à 55 gigawatts hier soir. Enfin, c'était la prévision. Je n'ai pas suivi, mais je crois que ça s'est réalisé comme ça. À titre de comparaison, on consomme beaucoup plus l'hiver en réalité. D'accord. Donc, il n'y a pas d'alerte. Quand allez-vous actualiser vos bilans? C'est quand la prochaine actualisation des bilans? Alors, Futur énergétique 2050, ouais. C'est le prochain bilan qu'on doit sortir en fin d'année. Ouais. Voilà, donc on a déjà commencé à travailler. Et les scénarios qui sont toujours très attendus des RTE, en conclusion, pour quand ça va être? Et est-ce que vous allez modifier vos scénarios? Et est-ce que vous aurez toujours un scénario, ce qui n'était pas le cas avant, sans nucléaire, ou au contraire, ça ne fait plus partie de vos différents scénarios? Alors, on est en train de travailler dessus. On a fait une consultation dont on est en train d'exploiter les résultats auprès de... Alors, on a reçu, je crois, à peu près 70 contributions. On a aussi, et ça c'est nouveau par rapport à la précédente édition, un comité de parlementaires. C'est important pour moi, ces études, il faut qu'elles soient vraiment neutres, indépendantes, il faut qu'elles soient scientifiques, rationnelles, ouais. Et il faut aussi qu'elles soient partagées le plus possible. Dans les retours de la consultation qu'on a eu sur les différents scénarios, scénario sans nucléaire, non, on n'a pas eu de demande. D'accord, il n'y a pas eu de demande. Non, mais c'est intéressant. Par contre, des scénarios sur des possibles, l'échelonnement dans le temps de l'extinction du parc versus le prolongement justement des centrales nucléaires existantes, ça c'est des choses sur lesquelles les participants à la consultation aimeraient qu'on travaille. Et vous allez travailler. Merci beaucoup. Merci Émilie Piette d'avoir été avec nous. Donc présidente de RTE.